pas certaine, mais il me semble que j'ai lu que quand on est plus jeune, on ressemble plus à notre environnement, à ce qui nous entoure. Puis en vieillissant, c'est plus notre bagage génétique qui s'exprime. Allô? Allô? Allô, maman? Allô, Soleil? Allô? Tu te souviens, il y a plusieurs années, quand on avait fait la demande pour retrouver ton dossier médical là, aux archives de l'hôpital général, puis qu'ils ne l'avaient pas trouvé? Oui. Bon. Ben là, je pensais refaire une demande. Je sais vraiment pas si ça va avoir des chances de ce côté-là, mon amour. Pourquoi? Ben parce que on nous a tellement dit que ça allait être anonyme et secret professionnel. Oui, mais maman, Anonyme. les dossiers médicaux, c'est Chose des dont le dossiers responsable n'a médicaux. pas laissé son nom Moi, ou l'a caché. je me demandais, est-ce que tu te souviens du nom du médecin qui t'a inséminé, toi? Mais oui, je te l'ai donné. Je m'en souviens pas. Je t'ai dit, veux-tu savoir le nom du médecin? Veux-tu savoir l'heure? Veux-tu, tu sais... Ah, mon Dieu, maman, mais je veux tout ça. Mais mon Dieu, je vais aller rechercher mon agenda. Ah, je suis désolée. 2017. Fait que tu vas aller chercher ton agenda de 82. Oui. OK. Ça presse? Est-ce que ça presse? Ben, écoute, si tu as le goût d'aller chercher là, c'est super. Bon, je vais y aller, Laurent, je te rappelle. Je sens que c'est pressant. Docteur Ackman, A-C-K-M-A-N, et Ok. docteur Gardiner, docteur Ok. jardinier. ça a été quoi la chronologie? Je sais que c'est le docteur Stowe qui m'a envoyé là. J'ai Oui. dû avoir un appel, j'imagine, de l'hôpital Oui. pour rencontrer un médecin. Je suis allée le rencontrer avec François. Oui. François, c'est mon père. Le seul, l'unique. C'est lui qui m'a élevé, éduqué, qui m'a aimé avec tout son amour. Mais c'est pas mon géniteur. On n'a pas de lien biologique. Mais ça enlèvera jamais rien au rôle qu'il a joué dans ma vie. Il est et sera à jamais mon seul père. Mais quand j'ai appris que j'avais un autre géniteur que lui, j'ai réalisé qu'il y avait une grande partie de moi qui était un mystère total. Avec la lettre de docteur Suto, ça a accéléré les choses. Et puis là, ben, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on souhaiterait comme couleur de yeux, couleur de cheveux. Alors, Ah, ils t'ont demandé ça? oui, OK. OK. Cool. oui. Ah, mais là, j'ai dit, écoutez, vous nous voyez là. François est un peu plus foncé que moi. Tous les deux, on a les yeux bleus. Alors, il prenait ça en note. Mm-hmm. Puis là, ils t'ont donné un rendez-vous plus tard. Oui, en me demandant de prendre à tous les jours ma température, de surveiller si j'avais beaucoup de glaire à certains moments. Alors, tout ça, c'est écrit dans mon agenda à tous les matins. Donc, première, le 2 novembre à 9h30 et le 5 novembre à 9h. Ça devait être la deuxième. Là, je n'ai pas marqué. Attends, OK, bon. Je vois le docteur Ackman le 7 octobre et j'arrête de fumer. Ah ouais, OK. Et le 8 octobre, première insémination.
Le vendredi 8 à 9h30, j'ai une première insémination. OK. Là, j'ai écrit à part le côté merveilleux de l'espoir qui m'a drôlement gagné. D'ailleurs, c'est cette autre facette un peu triste, mais surtout rigolote, d'attendre à la file indienne et d'acheter comme au Walmart. J'ai marqué ça. Comme d'acheter peut-être son futur enfant. Oui, mais oui, mais oui. Il n'y avait pas un échange d'argent? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Fait que tu peux pas vraiment acheter, c'est plus comme obtenir. Puis après l'insémination, j'écris aussi comment je me sens. Puis je suis tombée sur une page tantôt où j'ai marqué aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans mon ventre, il s'organise quelque chose. Et puis ils m'ont téléphoné quelques jours plus tard pour me dire que je n'étais pas enceinte et je leur ai répondu, ça se peut pas, je le sais, je le sens. Puis ils ont rappelé 2 jours plus tard pour me dire que c'était une erreur, que j'étais enceinte. J'ai appris que ma mère avait eu recours à l'insémination artificielle à 11 ans. Puis l'effet que ça a eu, c'est de me donner l'impression qu'une partie de mon monde s'effondrait. Quand les faits entourant ta conception changent drastiquement du jour au lendemain, 2 choses peuvent se passer. Croire ce qu'on t'apprend, puis douter de tes propres perceptions, ou croire en tes perceptions, puis douter de ce qu'on t'apprend. Te sentir trahi. Mais pour moi, à part le choc, ce qui est encore plus étrange, c'est que j'avais pas l'information nécessaire pour me reconstruire une autre réalité. Il y avait rien à faire. Le don était anonyme. Mais aucun secret est étanche pour toujours. Puis la chose qui est venue changer la donne, c'est les tests d'ADN. Hello. Hello. What's up? I'm good, yourself? I'm good, very good. Yeah? Yeah, I'm just chilling at home. Lui, Where c'est do you Josh. live exactly? Il n'y a pas encore de terminologie spécifique pour mettre en lien les enfants nés de dons de gamètes, comme nous. Alors, faute de mots, c'est mon demi-frère. Il est né d'un don du même homme à quelques mois d'intervalle de moi. But I don't even know. So, like, I never was even on 23andMe. I was on Ancestry.com. Ça, c'est 2 différents tests d'ADN. C'est sur une de ces plateformes-là que Leilani m'a écrit. Elle aussi a été conçue avec le même donneur. Et c'est elle qui m'a parlé de Josh. Actually, okay, it's all fitting into place here. Like, you know, so for me, like, I really had, like, no family growing up. But no family, like, what about your mom? Well, mom's there, but yeah, obviously no dad, and mom's there, and she, you know, she can handle me growing up, and you know, I was in foster homes and group homes and all this stuff, but yeah, so obviously, you know, I just did this DNA test. It's cool to, you know, really kind of important and special to actually have some kind of family out there. Yeah, right? Absolutely. Yeah. That's your daughter behind in the back? Yeah, I guess you're an auntie, I guess. She just turned 6. Wow, big girl. And how old are you? I'm 37. I'm 37 as well, yeah. And then she's, I believe Chantel's the same age, 2 different month. I think she's in August or something. Yeah. September. Fuck. It's insane, yeah. Cool that, you know, Elle so préfère it's le like- nom de Leilani, mais porte aussi celui de Chantal. C'est pour ça que Josh l'appelle comme ça. So did you have much family? I'm an only child. I grew up, though, with 2 parents because my dad wasn't able to have children, which is why my mom got inseminated, but they both raised me. So that's a little different. And yeah, my dad passed away actually almost 3 years ago now.
And he was quite shocked with all of this 23andMe affair. Like when I first met the daughter of the donor, I won't name her because it's been a little complicated for her. Like she didn't know that her father had donated. It was kind of a secret in their family. J'avais donné rendez-vous à la fille du donneur dans un salon de thé à côté de chez moi, qui s'adonnait étonnamment à être aussi à côté de chez elle. Elle avait grandi à Westmount, mais on habitait maintenant à 2 coins de rue. So when she found, she had done 23andMe just out of the blue, just out of curiosity. When I connected with her, she was completely shocked. And at first, actually, she thought that my mom and her dad had an affair. Oh my God. Because I also have the same name as him, the same first name. So she thought that my mom had named me that way in his honor. So, crazy. Yeah. But it was just crazy coincidence. Yeah, exactly. Chantal went investigating, and she was in these donor groups and got information from her mom and actually tracked down his yearbook. Oh, really? And his yearbook picture looks exactly like me. Really? Yeah, and she tracked him down. Wow, that's crazy. I would love to see that picture because it's hard to find something when he's not old online. Yeah. And actually, when his daughter met me for the first time, she because from the first marriage there are 3 children, and the second marriage there's 1, and she says out of everyone, you've got the most resemblance to him. Oh my God, yeah, I bet maybe I do too, probably, because you know what, me and you actually look a fair bit alike, actually. A little bit, eh? That's what I thought too. Probably the eyes too, and nose, and the Jewish nose. À l'adolescence, j'avais développé une grande curiosité envers la culture juive. J'avais l'étrange impression que mon donneur était juif. Peut-être parce que j'étais fascinée par le côté prolifique de cette communauté-là, peut-être parce que j'avais l'impression que tous les plus grands artistes étaient juifs, peut-être parce que mon inconscient communiquait, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ça sonnait juste pour moi. À 23 ans, je m'étais même arrangée pour participer à un voyage à Israël organisé pour la jeunesse juive. Imposture totale. Mais quand j'ai reçu les résultats de mon test d'ADN vers 32 ans, j'ai été étrangement validée. J'étais génétiquement à 50% juive ashkénaze. When did you learn that you were donor created? Well, from the beginning, really. Oh, right, because your mom had to explain to you how you came about. Didn't. The weird kid that, wasn't normal, and that's kind of how I felt my whole life, and I definitely do not agree being a product of it. I do not agree with the world doing that. I'm just basing it off of how I felt growing up. Yeah. And being a product of that, with no male figure. Yeah. But, in the end, hey, you know what? It shaped me and molded me and turned me into the person I am today. Right. Which is amazing. But it was just, very tough growing up like that. It was only a few years ago, my mom was like, I flew to Montreal, we grew up in Winnipeg, but she's like, oh yeah, I flew to Montreal to go get this procedure done. And so it was only happening in Montreal back then? I don't know, or she wanted a Jewish doctor, and that's where she found it, and that was the clinic, and all this stuff, and but I would be really curious to know why Montreal, and is your mom Jewish? Oh, yeah. Okay. So, maybe there was this connection there. I get it. Because the doctor who inseminated my mom was Jewish. Mm-hmm. Dr. Ackman. Oh, man, I don't know if you feel comfortable asking your mom that, but I wonder, do you think she specifically asked for a Jewish donor? For sure.
Oh, wow. My God, that's so fascinating. No, for sure. Yeah. No, that was, I think, the only requirement, I think. Moi, je suis en fait née de procréation assistée. Ma mère a été inséminée artificiellement en 82. Je suis née en 83. Elle a reçu un don de sperme d'un donneur, évidemment anonyme. Et je l'ai appris à l'âge de 11 ans. Mon père n'était même pas capable d'en parler. Il regardait ses mains comme ça sur la table de la cuisine. Puis ma mère me l'a appris. Puis je pense que soudainement, j'ai senti « Oh, mon père a peur. Il a peur que je le rejette. » Fait que j'ai voulu le rassurer. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit « Je t'aime, papa. » Puis je suis retournée regarder la télé. Puis ça a été pas mal ça. Puis des années plus tard, ben là, j'ai commencé à me poser quand même des questions sur ce que ça voulait dire. Puis je suis même allée consulter une psychologue à genre 12-13 ans. Puis on en a parlé. Mais c'est drôle parce que, en fait, c'est toujours les autres qui m'ont fait réaliser que c'était pas banal. Parce que moi, je banalisais énormément, probablement, pour protéger mon père. Puis je me rends compte que c'est très commun. En fait, dans un contexte où les enfants naissent dans des familles hétéroparentales, évidemment, le don de gamètes, que ce soit un don d'ovule pour la mère ou un don de sperme pour le père, effectivement, ça crée un peu ce genre de relation-là, d'autant plus que les personnes de ta génération, leurs parents, dans les années 80, on disait, grosso modo, ben dites-le pas. Et en le disant pas, votre enfant va grandir, va s'attacher, par exemple, à son père. Et ça causera rien. De toute façon, l'enfant s'en rendra jamais compte. Or, un secret, c'est pas étanche. Les recherches ont démontré que les mères vivent pas très bien avec ça, en fait. En 80, je parle à Isabelle Côté, qui est professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Ses projets de recherche portent principalement sur les familles qui sont créées grâce à l'apport d'une tierce personne. Puis moi, en parlant à des gens nés de dons de gamètes, j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux avaient la sensation, plus jeunes, d'être des enfants différents. Je me demandais si c'était une fabrication de l'esprit ou s'il y avait quelque chose de fondé là-dedans. Je me pose la question, parce que moi, enfant, j'ai très, très, très rapidement été intéressée par le non familier. J'étais tout le temps en train de vouloir aller ailleurs, partir, voyager, apprendre d'autres langues, me sortir. C'est comme si j'étouffais un peu, tu sais, dans ma langue, dans ma culture, dans ma province. Puis, avec le recul, j'ai continué à me poser la question, est-ce que c'était à cause de cette part d'inconnu-là en moi, de ce mystère-là, que je voulais comme me plonger dans plus de mystères? C'est très immatériel, la question des origines, comment on y réfléchit, l'impact que ça peut avoir sur nous, la recherche qu'on peut faire en lien avec ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont nées d'un don de gamètes, qui intègrent ça, puis c'est, tu sais, sans que ça ait de changement dans leur trajectoire de vie ou même de curiosité. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. D'autres personnes, au contraire, qui sont plus à la recherche de quelque chose. Ou d'autres personnes qui se demandent, est-ce que moi, j'ai le goût des langues parce que la personne qui est génétiquement liée à moi est polyglotte, par exemple. Mais ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui est la part de ce que tes parents t'ont transmis dans la découverte ou dans le désir d'aller vers les autres ou peut-être même dans la différence qui t'a amené à vouloir te dépasser, par exemple. Qu'est-ce qui appartient à ça? De qu'est-ce qui aurait appartenu ou qu'est-ce qui pourrait appartenir à des fragments d'ADN, par exemple? Ça, on ne peut pas répondre à ces questions-là. On ne le sait pas. Ce dont je suis certaine. Je suis née le 18 juillet 1983 à l'hôpital Notre-Dame. J'ai grandi au 91-35 Fouché dans Annecy, à Montréal. J'ai été élevée par deux parents extraordinaires, Diane et François. J'ai grandi en français. Quand j'étais petite, mon père m'amenait à la garderie du cégep Annecy. Puis souvent, il pointait le drapeau du Québec, puis il disait « Vive le Québec libre ». J'étais en secondaire 1, l'année du référendum
de 95. Mais c'était le nom qu'il avait gagné à l'école. Quand j'étais petite, j'étais épouvantée en anglais. Comme ailleurs. Personne parlait anglais à la maison. Parce que je sais qu'il was making fiery speeches. Souvent l'été, on allait à Old Orchard avec mes parents en vacances. Puis on partait à 4 heures du matin en voiture, puis moi je dormais derrière. Puis je me réveillais systématiquement quand on arrivait aux douanes juste pour rire de l'anglais de mes parents. What I'm not really sure about. Why is it that I speak English so easily? In 82, there were no sperm banks being used yet here. In 82. Most donors were young doctors. Ma mère. La plupart des donneurs étaient des jeunes médecins. Mine was probably a young doctor, Qu'est-ce que... but I couldn't know for sure. Exactement certain. Je pouvais pas en être sûre. Dr. Ackman was probably a good friend of my donor, but I couldn't know for sure. Il s'est fait inséminer. Who could he be? Who could he be? What language did he speak? Il est bon dans quoi? Where was he from? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce qu'il aime la musique? Did he believe in God? Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il est intelligent? Where did he live? What was he good at? What was he good at? Est-ce que je tiens ça de lui? Was he an artist? Est-ce qu'il est angoissé? Did he like music? Est-ce qu'il... Was he sensitive? Est-ce qu'on se ressemble? Was he really intelligent? C'est quoi son nom? Okay, so I grew up in Montreal. I grew up in Ahuntsic, and I found out at 11 that I was born from. I was conceived through artificial insemination through basically a donor, and because my father couldn't have children. Je parle au rabbin Shire de la congrégation Char à Chaumeim à Westmount. And I think that as most people who were conceived this way, there's a great mystery, a great curiosity on who might be the donor. And for some reason, throughout these years, I had a form of intuition that my donor was Jewish, and actually, when I did a DNA test a few years ago, I found out that I was 50% Ashkenazi. And so there was a great sense of validation that came from that. And before then and since then, I've been just having such a curiosity for the Jewish culture and the Jewish faith. And I felt like I would like to speak to you about certain things. I mean, I know that Judaism traditionally is transmitted by the mother. I'd like to hear you on that. Yeah, absolutely. In Judaism, there are two aspects of identity which are transmitted by each parent. The core religious identity is transmitted by the mother, and the tribal identity that's transmitted and that's determined by the father. And also, I want to say that there are many different types of Judaism. There are many different ways to observe Judaism. So basically, if Judaism is transmitted by the mother, in your view, and the core religious Judaism and the tribal aspect by the father, what does that make me? That makes you, and also I'll say that Judaism does not, Jewish identity is not made or broken by DNA. So if a Jewish person, for example, would get DNA results that has 0% Jewish, that doesn't mean they're not Jewish. And if somebody who's not Jewish would come to us with 100% Jewish,
if that's even possible, we would say, no, that doesn't determine status, DNA. It would really have to be through documentation. It would have to be through either, a birth record that you were born to a Jewish mother, or a conversion document that you converted to Judaism. Those are really the two ways. So it's really something that is being experienced in a community, as part of a community, which was one of my very great surprises when I did my DNA test, is to see that I was 50% Ashkenazi and I was 13% French. Right. So, which showed that there were people didn't mix at all. They all remained together as part of a great community. So I'd like to hear you on that a little bit. Absolutely. Look, community, and because we're talking about conversion, one of the requirements that I have for conversion candidates is that they live within a Jewish community. Part of the Jewish experience is coming at least once a week to synagogue on Saturday mornings and experiencing community in the most vast way, and interacting with people and networking with people and getting support from people. And it's people who, if you live a different way than the way of society, you need support for that. And that can be challenging because you want to be a part of society. So having community of like-minded people, of people who are sharing the same values and the same ethics to support each other is an extraordinarily important part of the human experience. I have some friends in the community, and I've been to your synagogue actually to attend a bar mitzvah. And every time I've attended those at your synagogue, I was really impressed. I grew up Catholic and I went to church a great deal. And when I was younger, I read at church and did all of that. And when I went to a Jewish service, I felt like people were actually speaking to my intelligence. I felt like you were speaking to my intelligence, and I had never seen that before in a religious venue. I think that's very gratifying to hear. Thank you. I was able to connect to a man who actually was conceived through the same donor as me. Oh, wow. Yeah. He lives in Vancouver now, grew up in Winnipeg, and actually his mom flew all the way to Montreal at the time because she really wanted a Jewish donor. And so to me, that raises a lot of questions because of what you said earlier about the DNA, that it's not a matter of DNA. So I'm like, why did she want that? Why was that so important to her? And I don't know if you have any idea. I know you said you can't speak for others, but yeah, look, I cannot. We don't. Jews are not genetically superior in any relevant way. It's not like it's not in the sense we don't have that understanding of ourselves that genetically it would be more desirable or less desirable to be one or the other. I don't know. Mm-hmm. And what about the thing that we hear often? It might be a very, very ignorant question to ask, but it's maybe it's just a myth. But we hear that sometimes the Jews are the chosen people. What does that mean? Look, it's a biblical concept that the Hebrew word is segula, is the Hebrew word segula, that it means a chosen nation, and we do believe that we were chosen to receive the law from God, to receive the Torah. That's not a superiority concept. That's a concept of having these responsibilities. So chosenness in that sense is something we take very seriously, but it should never be misinterpreted as a superiority. It's not that we're closer to God. It's not that we're better. It's not that we're smarter. It's not that, our food is healthier. It's none of that. It's just that we have responsibilities and we're grateful for those responsibilities. And how do you explain that you're such a thriving community, such a successful community all over North America, and we could say all over the world? Yeah, I don't know. I think there's, we try to be, I can say that within our community, things that we're very proud of are literacy, like 100% literacy. And that's going back, centuries. If you go back to, 19th century Eastern Europe,
when the literacy rate is 40% in the general population. Within the Jewish community, it's 100%, because education is what we are. To use a boxing analogy, when you're against the ropes, you swing hardest. It's a challenging existence. And now it's much easier than it's ever been. But, going back not so many years, being a Jew in Quebec was to be a second-class citizen and to not be allowed in certain places, in certain hotels, and certain restaurants. And that's extraordinarily motivating. And we're very proud that a community came here and built itself up and is doing extraordinary things. Thank you so much, Rabbi Shire. If you want to do this again, we're happy to. If there's any desire for follow-up or anything further, please don't hesitate to let me know. Quand tu sais que tu trouveras pas de réponse à tes questions les plus profondes, tu peux soit embrasser le mystère ou le combattre. En m'acharnant avec les archives de l'hôpital général pour retrouver le dossier de ma mère, je combattais. En me rendant à Israël, je combattais, je cherchais des réponses. Puis je savais que les réponses étaient pas là où j'étais. Alors, je trouvais des moyens pour quitter le familier. Parce que peut-être que dans le non-familier, il y aurait ce que je cherchais. Le gars qui est donc né du même donneur, lui, il vient de Winnipeg. Et Josh, lui, en fait, est en grande rébellion par rapport à sa création. Lui, il dit, moi, je pense que ça devrait pas être permis. Mais j'ai l'impression que ça, c'est souvent, quand ça va mal pour toi, tu projettes tous les maux sur ta création. Est-ce que c'est possible? C'est pas la seule personne qui pense comme ça. Il y a un courant quand même assez fort en Angleterre là, qui est porté par une chercheure qui elle-même est issue d'un don de gamètes et qui dit c'est non éthique de faire des enfants de cette façon-là. Ça devrait tout simplement pas être permis. Alors, il y a beaucoup d'opposition à l'idée, par exemple, d'avoir des donneurs qui puissent être anonymes, comme c'est le cas pour les donneurs canadiens. Il y a très peu de donneurs maintenant au Canada, mais si on prend un donneur canadien, forcément, il va être anonyme. Et puis ça, c'est plutôt contesté. Mais cela dit, la majorité des personnes qui sont issues d'un don de gamètes, vont bien, puis vivent bien avec la situation, ont intégré ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment... c'est intéressant, c'est une plus-value dans leur façon d'être ou dans leur identité, d'avoir un peu cet élément-là. Donc, je pense que c'est surtout relié à la façon dont les parents ont pu transmettre ce récit-là et ont pu normaliser le vécu des enfants. L'idée, c'est l'absence de mots pour expliquer son vécu qui est plus problématique. Alors, à partir du moment où tu as des mots et que tu peux explorer suite à ça, évidemment, ça ouvre des portes. Moi, au primaire, je suis allée à l'école de quartier en première année. Puis là, mon prof a dit à mes parents assez rapidement, il faut la sortir d'ici, elle s'ennuie, tu sais, elle a fini avant tout le monde, puis ça n'a pas de sens. Mais moi, je savais pas, je pensais que c'était ça l'école, attendre, tu sais, fait que... ma mère a fini, elle voulait pas parce qu'elle avait peur que si elle me sortait puis qu'elle m'envoyait dans une école spécialisée, je devienne un peu snob puis tête enflée. Fait qu'elle a beaucoup résisté. Mais finalement, elle m'a sortie de là puis je suis allée dans une école de douance. Puis tu sais, ça, c'est pas chez mes parents. Alors, c'est sûr que cette affaire-là, ça m'a beaucoup amené à me questionner sur mon donneur. Et quand donc, après avoir rencontré par le test ADN une de ses filles, j'ai été contactée par une autre femme qui est née de don de gamètes comme moi, du même donneur, qui m'a rencontrée sur 23andMe. Et elle m'a appris il y a 2 semaines qu'elle est Asperger. Et elle a été diagnostiquée très tard dans sa vie. Et je capotais quand elle m'a dit ça, tu sais. Puis donc, je peux comprendre pourquoi elle, c'était d'autant plus important d'essayer de comprendre, parce que ça vient pas du tout du côté de sa mère. Et puis, tu sais, je lui ai écrit il y a quelques jours, est-ce que ton Asperger est venu avec de la douance, tu sais? Puis elle dit, plus jeune, oui, un médecin m'avait dit que j'étais surdouée, puis j'y avais dit merci, puis elle a dit non, remercie-moi pas trop vite, ça peut être très, très, très douloureux, en fait. La douance, c'est peut-être un plus comme un curse. Mm-hmm.
Puis elle dit, je pense qu'elle avait raison, tu sais. Mais elle vit avec de l'Asperger, donc son niveau de stress, d'hypersensibilité est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Puis elle m'écrit, j'ai l'impression que t'as pigé le bon numéro, tu sais, dans tes gènes. En 82, les donneurs passaient même pas de tests de santé. Aujourd'hui, il y a des tests plus poussés, mais la majorité de l'information est transmise par des questionnaires remplis par les donneurs eux-mêmes. C'est pas nécessairement plus précis, surtout pour la santé mentale, mais de toute façon, rien aujourd'hui nous permet d'avoir la certitude que quelqu'un est porteur d'un gène relié à un problème de santé mentale. Ce que je trouve vraiment particulier par rapport au fait que, en fait, je suis génétiquement à 50% juive ashkénaze, c'est que c'est une communauté tellement tissée serrée. À travers les siècles, ils n'ont fait que des bébés entre eux. Question aussi de survie, etc. J'ai parlé à un rabbin pour comprendre un peu, puis lui, il m'a dit que non, pour eux, l'ADN n'avait rien à voir là-dedans. Que en fait, ce qui faisait de toi un juif, c'est si tu nais dans une famille juive et que tu es élevé par des parents juifs. Donc, c'est vraiment le rapport à la culture, que le cœur religieux était transmis par la mère, le rapport à la tribu était transmis par le père. Mais la tribu, pour moi, en même temps, c'est comme ADN, là. Je veux dire, on dirait que j'ai de la difficulté à séparer ces notions-là. Puis quand je lui ai demandé, oui, mais pourquoi alors la mère de Josh a pris l'avion jusqu'à Montréal pour se faire inséminer par un donneur juif, il ne pouvait pas me répondre. En fait, c'est très ça me surprend qu'il t'ait dit ça parce que les femmes juives qui sont pas capables d'avoir d'enfants, qui ont besoin d'un don d'ovules, un don de gamètes, elles vont avoir une donneuse juive elle-même. Donc, les donneuses juives sont souvent assez en demande par rapport à ça parce que l'identité juive se transmet par la mère. Et la même chose en Israël, c'est l'État qui a le plus régulé, encadré la GPA. Et c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, d'éviter que les parents aient, par exemple, aux États-Unis, avec des personnes qui n'auraient pas l'identité ou la culture juive. Et donc, c'est l'endroit où on a le plus régulé ça à travers le monde. Donc, ça me surprend un peu, ce que tu me dis. Je vais très rarement à Westmount, mais quand j'y vais, c'est en général parce que je m'en vais quelque part d'autre puis je passe par là parce que c'est beau. Puis à chaque fois, je me surprends à me demander c'est laquelle sa maison. Je regarde les grosses maisons, puis je réalise à quel point c'est improbable. C'est improbable qu'un médecin juif anglophone de Westmount rencontre une femme artiste francophone de la classe ouvrière de Villeray, puis fasse un bébé. Puis je trouve ça cool. Bâtard, Bastard. Un balado co-réalisé par Laurence Dauphinet et Julien Morissette. Narration, Laurence Dauphinet. Invités, Diane Dauphinet, Josh Stone, Isabelle Côté et le rabbin Adam Shire. Recherchiste, Sophie Gemme. Montage et mixage, François Larivière. Conception musicale, Mathieu Bérubé. Production exécutive, Stéphanie Lorrain. Un balado du Centre du théâtre d'aujourd'hui et du Théâtre Centaure, en collaboration avec Transistor Média.